J'ai passé 8 mois à dormir dans ma voiture pendant que mon père n'arrêtait pas de m'envoyer des textos, rentre à la maison, excuse-toi, et peut-être que j'arrêterai. Puis une femme vêtue d'un manteau bleu marine a frappé à la porte de ma chambre de motel et a dit, votre grand-mère m'a engagé il y a 10 ans au cas où cela arriverait un jour. Elle m'a tendu une petite boîte verrouillable et m'a dit de l'ouvrir seule. Bonjour à tous, je m'appelle Claire Holloway. J'ai 34 ans. Mes parents ont dit à tous mes employeurs que j'avais un casier judiciaire. J'ai passé 8 mois à dormir dans ma voiture pendant que mon père continuait de m'envoyer des textos. Rentre à la maison, excuse-toi, et peut-être que j'arrêterai. Et puis, un mardi pluvieux, une femme vêtue d'un manteau bleu marine a frappé à la porte de ma chambre de motel et m'a dit que ma grand-mère se préparait à ce moment précis depuis 10 ans. La chambre de motel sentait l'eau de Javel, la moquette mouillée et le genre de climatisation qui ne cesse jamais de bourdonner, même quand elle le devrait. J'étais assise sur le bord du lit, mangeant des biscuits salés directement du paquet parce que j'essayais de faire durer $12 jusqu'à vendredi. Mes chaussures étaient encore humides de l'orage extérieur. Mon téléphone était face contre la table car je savais déjà ce qui serait sur l'écran. Papa. Toujours papa. Pas d'appel, des textos. Il aimait les textos parce que les textos semblaient plus calmes plus tard. Ce matin-là, il en avait envoyé 3. Tu t'es compliqué la vie toute seule. Rentre à la maison et excuse-toi. Peut-être qu'alors je dirai la vérité aux gens. La vérité. C'était son mot préféré pour un mensonge qu'il répétait assez souvent pour l'entendre comme un fait. Ce qu'il disait aux gens, c'était que j'avais un casier judiciaire, que j'avais un passé, que j'avais volé la famille, que j'avais eu des ennuis et que j'étais trop instable pour qu'on me fasse confiance avec l'argent, les clients ou le personnel. Il ne le disait jamais 2 fois de la même manière. Il était plus malin que ça. Il en disait juste assez pour empoisonner une pièce et partir avant que les questions ne deviennent trop précises. Je le sais parce que je l'ai vu faire. Le premier emploi que j'ai perdu était dans un cabinet dentaire. J'y travaillais depuis 3 semaines, à l'accueil, rien de prestigieux, mais des horaires stables, une assurance maladie après 90 jours, et une responsable nommée Paula, qui m'aimait assez pour commencer à m'apprendre les codes de facturation. Puis un après-midi, elle m'a appelé dans son bureau et n'a pas voulu croiser mon regard. Claire, a-t-elle dit, quelqu'un a appelé pour exprimer certaines inquiétudes. Je savais déjà. On pouvait le deviner à la façon dont les gens s'agitaient quand ils s'apprêtaient à détruire poliment votre vie. Quel genre d'inquiétude? Elle a hésité. Ils ont dit qu'il pourrait y avoir eu des problèmes juridiques dans votre passé. J'ai vraiment ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que pendant une seconde, cela m'a semblé trop ridicule pour survivre à la lumière du jour. Il n'y en a pas eu. Je comprends. Elle a joint les mains. Mais jusqu'à ce que cela soit clarifié, je ne pense pas que ce poste vous convienne. Ce fut le début. Après cela, ça n'a pas arrêté. Une librairie, une boulangerie, une agence immobilière, un poste d'assistante de paix que je pensais avoir enfin obtenu jusqu'à ce que la responsable du recrutement cesse de répondre à mes courriels 2 jours après m'avoir demandé de confirmer ma date de début. Parfois, j'étais renvoyé au bout d'une semaine. Parfois, l'offre disparaissait avant le premier jour. Parfois, je pouvais le sentir se produire en temps réel. Le sourire qui se refroidit, la pause au téléphone, le soudain nous avons décidé de prendre une autre direction. Au début, je pensais que c'était de la malchance. Puis mon père m'a envoyé un texto un soir à 23h17. Tu peux continuer à faire semblant de ne pas avoir besoin de nous, mais personne n'embauche les problèmes pour toujours. J'ai fixé ce message si longtemps que mon téléphone s'est assombri. C'est à ce moment-là que j'ai su. Pas suspecté, su. J'ai appelé ma mère le lendemain parce qu'une partie idiote de moi croyait encore qu'elle pourrait être la porte de sortie de cette famille. Elle a répondu à la 4e sonnerie, déjà fatiguée. Maman, j'ai dit. Est-ce que papa contacte mes employeurs? Silence. Puis la douce expiration qu'elle utilisait chaque fois qu'elle s'apprêtait à traduire la cruauté en quelque chose qui semblait presque raisonnable. Claire, ton père est blessé. Blessé au point de dire aux gens que je suis une criminelle. Tu sais qu'il ne le pense pas comme ça. Comment le pense-t-il alors? Un autre silence. C'était le plus grand talent de ma mère. Elle pouvait faire paraître la vérité impolie simplement en refusant de la reconnaître. Finalement, elle a dit, si seulement tu rentrais à la maison et que tu arrêtais d'être têtu,
tout cela pourrait se calmer. Voilà. Le prix. Pas la justice, pas la clarification, la soumission. Parce que tout cela n'avait jamais vraiment commencé avec les emplois. Ça a commencé 6 mois plus tôt, la nuit où j'ai refusé de mentir pour ma sœur. Ma sœur cadette, Émilie, avait toujours été la fille du centre. Jolie, charmante, perpétuellement pardonnée. Le genre de femme qui pouvait saccager une pièce et tout le monde lui demandait encore si elle allait bien. Elle avait emprunté de l'argent à des proches, menti sur des factures, passé d'un nouveau départ à un autre, et était toujours décrite comme sensible, dépassée, incomprise. Puis elle s'est fait surprendre en train de prendre de l'argent dans la caisse de la quincaillerie de mon père. Je l'ai vu se produire, pas d'un seul coup, mais par bribes. Des manques dans le tiroir caisse, un inventaire qui ne correspondait pas. Puis un soir, je suis retourné dans le bureau après avoir verrouillé l'entrée latérale et j'ai vu Émilie fourrer des billets de 20 dans son sac à main pendant que mon père la regardait comme un homme qui décidait laquelle de ses filles était la plus utile. Il a choisi rapidement. Ferme la porte, m'a-t-il dit. Je me souviens du bourdonnement de la lumière fluorescente au-dessus de nous. Émilie pleurant instantanément. Mon père construisant déjà l'histoire. Elle a fait une erreur. J'ai dit, elle vole. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, non, elle couvrait une urgence personnelle. Et si quelqu'un demande, tu as fait une erreur de comptage la semaine dernière qui explique l'écart. J'ai même reculé d'un pas. Tu veux que je porte le chapeau? Le visage de mon père s'est durci. Je veux que cette famille soit protégée. Émilie ne voulait même pas me regarder. C'est cette nuit-là que tout a volé en éclats. J'ai dit non. Un non simple. Calme. Définitif. À la fin de la semaine, j'étais hors du magasin. À la fin du mois, mon père disait à nos proches que j'étais devenu peu fiable, puis difficile, puis instable. Et quelque part en cours de route, instable s'est transformé en problème avec la justice parce que cette version effrayait les employeurs plus rapidement. Quand je n'ai plus pu garder un emploi, j'ai perdu mon appartement. Quand j'ai perdu mon appartement, j'ai dormi dans ma voiture. 8 mois de parking, de relais routiers, de douches de salles de sport bon marché, et à essayer de paraître normal en entretien alors que tout votre corps ressemble à un bleu. 2 semaines avant le motel, je me suis réveillé avec de la condensation à l'intérieur du pare-brise et j'ai pleuré parce que j'avais rêvé que j'étais de retour dans un vrai lit. Et pendant une seconde après mon réveil, j'y avais cru. Puis on a frappé à la porte du motel. 3 coups légers. Je pensais que c'était la direction. Au lieu de cela, quand j'ai ouvert, il y avait une femme vêtue d'un manteau bleu marine tenant un porte-documents en cuir et une petite boîte verrouillable noire. Elle semblait avoir la cinquantaine, un regard assuré, de l'appui sur les épaules, le genre de visage qui n'exprimait rien en vain. Claire Holloway. Oui. Je m'appelle Judith Den, a-t-elle dit. Votre grand-mère m'a engagé il y a 10 ans au cas où cela arriverait un jour. Je l'ai juste regardé fixement. Ma grand-mère, Hélène Laney, était en maison de retraite médicalisée depuis près d'1 an et demi. Mes parents contrôlaient qui la voyait. Je n'avais pas été autorisé à l'approcher depuis des mois. Judith a légèrement soulevé la boîte. Elle m'a dit, si votre père essayait un jour de vous enterrer. Elle a dit que je devais vous trouver, vous remettre ceci, et vous dire de l'ouvrir seul. Je ne l'ai pas invitée à entrer tout de suite. Non pas parce que je pensais qu'elle mentait, mais parce que quand vous passez 8 mois à être traqué par des chuchotements et des appels téléphoniques, votre corps oublie comment faire confiance à tout ce qui arrive poliment. Judith a semblé comprendre cela. Elle se tenait sous l'auvent du motel, la pluie tombant derrière elle, et tenait la boîte comme si c'était un fait juridique, pas un accessoire dramatique. Elle m'a dit que vous hésiteriez. Ma grand-mère vous a dit ça? Elle m'a dit que votre premier instinct serait la prudence. Elle a dit que c'était l'une des rares choses que votre père vous avait données qui pourrait réellement vous sauver la vie. Cela ressemblait à grand-mère. Vive d'esprit, même en son absence. Je me suis écarté et je l'ai laissé entrer. La pièce sembla soudainement encore plus petite avec une autre personne dedans. Elle ne s'est pas assise avant moi. Une autre chose que j'ai remarqué, les gens qui veulent vous contrôler s'approprient généralement les meubles en premier. Elle a posé la boîte sur la table entre nous et a ouvert le porte-documents en cuir. À l'intérieur se trouvaient des copies de lettres, de vieilles cartes de visite et un bloc-notes jaune avec des dates écrites à l'encre noire soignée.
Je suis détective privé, a-t-elle dit. Votre grand-mère m'a engagé il y a 10 ans après que votre père a essayé de la pousser à modifier les papiers de sa succession. Je l'ai regardé fixement. Ma grand-mère a engagé une détective à cause de mon père? Elle m'a engagé parce qu'elle avait un fils qui confondait pouvoir et propriété et une petite fille dont elle pensait qu'elle aurait un jour plus besoin de preuves que de réconfort. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Judith a fait glisser le premier document vers moi. C'était une copie d'un contrat de service avec la signature de ma grand-mère en bas. Eleanor Holloway. Forte, délibérée, pas confuse, pas déclinante. La sienne. Mes parents disaient à tout le monde qu'elle n'avait plus toute sa tête. Judith m'a jeté un regard impassible. Cette histoire est devenue utile bien plus tard que la date sur cette signature. J'ai de nouveau regardé la boîte. Qu'y a-t-il dedans? Votre grand-mère ne me l'a jamais dit. Elle a seulement dit que c'était pour vous et que si je devais un jour la livrer, je devrais d'abord confirmer si votre père avait commencé à vous isoler professionnellement. J'ai eu la gorge sèche. Vous saviez pour ça? Elle a ouvert le bloc-notes jaune et l'a tourné vers moi. Il y avait des noms, des employeurs, des dates, des notes. Appel passé depuis la ligne du bureau de la quincaillerie Holloway. Avertissement de référence au responsable du recrutement. Problème juridique. Deuxième appel depuis un portable personnel. Ne lui ferez pas confiance avec de l'argent. Message au bureau de location de l'appartement. Risque d'expulsion et historique de fraude familiale. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer correctement parce que la misère est une chose. Le sabotage documenté en est une autre. On peut survivre à la douleur. L'épreuve vous transforme. J'ai tracé 6 appels directement, a dit Judith. 3 autres indirectement par des parents ou des contacts professionnels. Assez pour établir un schéma. Mon père a fait tout ça. Lui, et dans 2 cas, votre mère. Celui-là a fait encore plus mal. Non pas parce que j'avais cru que ma mère était innocente, mais parce qu'une partie enfantine de moi avait encore espéré qu'elle se serait peut-être limitée au silence. Judith a fait glisser une autre feuille, une capture d'écran imprimée d'un message du numéro de mon père à un homme nommé Rick Donlin. Si elle postule là-bas, dis-leur qu'il y a des soupçons de vol. Elle est instable et vindicative. Ne me mentionne pas. J'ai regardé le texto jusqu'à ce que les mots deviennent flous. Puis j'ai dit, pourquoi ne m'avez-vous pas trouvé plus tôt? Je l'ai fait, a-t-elle dit doucement. 2 fois. J'ai relevé la tête. Votre père changeait d'adresse plus vite que vos dossiers ne se mettaient à jour. Puis vous avez complètement quitté le logement formel. La santé de votre grand-mère a décliné à peu près au même moment. Je suis resté sur votre piste aussi longtemps que j'ai pu, mais une fois que vous étiez dans votre voiture, vous êtes devenu plus difficile à localiser. Quelque chose en moi s'est adouci alors. Non pas parce que la situation s'améliorait, mais parce que pour la première fois en des mois, quelqu'un dans cette histoire avait réellement essayé de me trouver pour mon bien. Judith a tapoté légèrement la boîte. Elle m'a dit qu'il viendrait un moment où des excuses seraient trop peu et où des preuves seraient nécessaires. Elle croyait au bon timing. J'ai ri une fois, épuisé. Cela lui ressemble aussi. La clé était collée sous la boîte. Bien sûr. Grand-mère n'a jamais fait confiance aux cachettes évidentes. Je l'ai décollée avec des doigts soudainement maladroits et je l'ai glissée dans la petite serrure. Le couvercle s'est ouvert avec un léger déclic métallique. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, 2 chèques de banque, un petit trousseau de clés sur une étiquette en laiton, et une enveloppe scellée portant l'écriture de ma grand-mère. Claire, lis ceci d'abord, puis rappelle Judith. J'ai regardé Judith. Elle s'est levée immédiatement. Je serai dehors. Quand la porte s'est refermée derrière elle, la chambre de motel est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le cliquetis du climatiseur. J'ai déplié la lettre de grand-mère. La première ligne m'a fait pleurer avant même d'atteindre la seconde. Si tu lis ceci, c'est que ton père a finalement fait ce que j'ai toujours craint. Il a essayé de faire passer la survie pour de la culpabilité. J'ai essuyé mon visage et continué à lire. Grand-mère écrivait qu'elle avait vu mon père choisir Émilie plutôt que la vérité pendant des années parce qu'Émilie nourrissait son besoin d'être nécessaire tandis que je le menaçais chaque fois que je refusais de mentir pour lui. Elle écrivait que ma mère ne l'arrêterait jamais parce que le confort avait toujours plus compté pour elle que le courage. Elle écrivait que s'il retournait un jour le monde contre moi,
je ne devais pas supplier pour revenir à la maison. Puis est venue la partie qui a tout changé. 10 ans plus tôt, après que mon père eut tenté de la presser au sujet de la succession, grand-mère avait ouvert un compte séparé, acheté une petite propriété dans un autre comté par le biais d'une fiducie. Et placé les instructions d'accès dans la boîte au cas où j'aurais besoin de disparaître de sa vue sans me perdre moi-même. Les clés en laiton étaient pour le cotage. Les chèques de banque suffisaient à m'y rendre et à me maintenir à flot pendant que je me remettais sur pied. Et la seconde enveloppe scellée, celle-là, écrivait-elle, était pour mon père, seulement après que j'aurais décidé si je voulais me sauver discrètement ou m'assurer qu'il ne pourrait plus jamais me faire ça. Je suis restée assise là pendant une minute entière avec la lettre de grand-mère dans les mains, l'air du motel bourdonnant autour de moi, et j'ai réalisé qu'on m'avait donné quelque chose de bien plus grand que de l'argent. Pas un sauvetage, une preuve. Quand Judith est revenue, je lui ai tendu la lettre à 2 mains car les miennes s'étaient remises à trembler. Il y a une deuxième enveloppe pour mon père, j'ai dit. Elle a hoché la tête une fois. Alors vous êtes arrivé au point où vous décidez si vous voulez de la distance ou des conséquences. J'ai regardé la boîte noire, les clés, les chèques de banque, les 10 ans de ma grand-mère se préparant au genre exact de cruauté que mon père avait finalement choisi. Puis j'ai dit, je veux qu'il arrête. Judith n'a pas souri. Elle a simplement ouvert à nouveau son porte-document et en a sorti un dernier document que je n'avais pas encore vu. Les coordonnées d'un avocat, Harold Bahn, droit des aînés et contentieux civil. Il a déjà une copie du dossier, a-t-elle dit. Votre grand-mère ne croyait pas au point de défaillance unique. Cela m'a fait rire à travers mes larmes. Bien sûr que non. Le lendemain midi, j'étais assise dans le bureau d'Harold Bahn avec l'ensemble du dossier étalé sur la table. Les textos de mon père, les appels tracés, les dates, les notes des employeurs, le message où il disait à quelqu'un d'avertir une entreprise de soupçon de vol. Mon propre téléphone s'est allumé 2 fois pendant qu'Harold lisait. Papa, puis maman. J'ai mis les 2 en silencieux. Harold a terminé la dernière page, a joint les mains et a dit, votre père n'a pas seulement essayé de vous contrôler. Il a interféré avec votre emploi, votre logement et votre réputation par des déclarations sciemment fausses. Et ce texto, il a tapoté la capture d'écran de rentre à la maison, excuse-toi, et peut-être que j'arrêterai, transforme cela de cruauté familiale en moyen de pression. Puis-je l'arrêter? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Oui. Ce mot a failli me briser. Parce que pendant des mois, ma vie m'avait semblé être un couloir sans porte au bout. Chaque entretien, chaque faux sourire, chaque emploi perdu, chaque nuit dans ma voiture m'avait appris à penser que la survie était tout ce que j'avais le droit de demander. Maintenant, soudainement, il y avait une autre option. Cet après-midi-là, Harold avait envoyé une mise en demeure à mon père et à ma mère. Pas émotionnelle, précise. Cessation immédiate de tout contact diffamatoire, préservation de tous les enregistrements téléphoniques professionnels et personnels, lettre de correction formelle à chaque employeur ou propriétaire qu'ils avaient contacté, avis d'une action civile potentielle s'ils continuaient. Il a également envoyé un avis séparé à l'expert comptable externe de la quincaillerie Holloway demandant la préservation des registres liés aux écarts de caisse originaux qui avaient déclenché toute l'affaire avec Emily. Cette partie était une suggestion de Judith. Les menteurs deviennent négligents lorsqu'ils doivent protéger plus d'un mensonge à la fois, avait-elle dit. Elle avait raison. Mon père a appelé 14 fois ce soir-là. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Le 10e était le plus utile. Il était assez furieux pour oublier la prudence. Espèce de petite idiote ingrate, a-t-il hurlé. Après tout ce que nous avons fait pour nettoyer tes dégâts, tu me menaces? J'ai passé quelques appels pour t'empêcher d'embarrasser davantage cette famille. C'est tout. Tu veux tellement un travail, rentre à la maison et comporte-toi bien. J'ai sauvegardé ce message vocal. Puis j'ai sorti ma voiture, toute ma vie à ce moment-là, du parking du motel et j'ai suivi Judith jusqu'au cottage que ma grand-mère avait acheté des années plus tôt. Il était petit, bardage blanc, volet vert, une chaise sur le porche et une deuxième pliée contre le mur. Pas luxueux, pas spectaculaire, mais il était à moi, ou assez proche du mien pour que lorsque je suis entré et que j'ai vu des draps propres, un garde-manger approvisionné et une note manuscrite de grand-mère nichée à côté de la lampe, je me sente chez moi. Une maison est différente quand personne à l'intérieur n'attend d'utiliser votre besoin contre vous. J'ai dû m'asseoir sur le bord du lit et pleurer dans mes mains. 3 jours plus tard, Judith m'a emmené voir grand-mère.
C'était la partie que je ne m'étais pas autorisé à imaginer trop intensément. Elle était plus mince que dans mon souvenir, plus petite aussi. Mais ses yeux étaient clairs, et quand elle m'a vu dans la véranda du centre de vie assistée, elle n'a pas eu l'air confuse. Elle a eu l'air soulagée. Eh bien, a-t-elle dit, tu as trouvé la boîte. Je me suis agenouillé à côté de son fauteuil et j'ai pris ses mains dans les miennes. Pendant une seconde, aucune de nous n'a parlé. Puis j'ai dit, tu savais. Elle a serré mes doigts. Je savais que ton père pardonnerait un vol avant de pardonner un témoin. Cette phrase m'a frappé si fort que j'ai dû détourner le regard. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt, ai-je murmuré. Tu es là, a-t-elle dit. C'est assez. Ce n'était pas le cas, pas vraiment. Je voulais récupérer des années, une famille différente, une vie qui n'avait pas été traînée dans les parkings et les chambres de motel parce que j'avais refusé de mentir pour Émilie. Mais assise là, la main de ma grand-mère sur la mienne, j'ai compris quelque chose de simple et de brutal. Certains amours vous sauvent tôt. Certains amours vous sauvent tard. Les deux comptent. Mon père est arrivé à l'établissement 2 jours après. Pas par hasard. La lettre d'Harold l'avait atteint. Le message vocal l'avait probablement embarrassé rétrospectivement. L'avis de l'expert comptable l'avait effrayé. Et quelque part dans toute cette panique, il a appris que j'avais vu grand-mère, alors il est entré en trompe dans le hall comme si le volume signifiait encore le pouvoir. J'étais là avec Judith. Il l'a à peine regardé. « Essaies-tu de détruire cette famille ?» a-t-il exigé. Je me suis levé. Non, j'ai dit. Tu as fait ça quand tu as choisi Émilie et que tu as appelé ça de la protection. Il m'a pointé du doigt au milieu du hall. Tu étais censé encaisser le coup et passer à autre chose. C'est ce que font les filles décentes. Judith à côté de moi est devenue très immobile. Moi aussi. Parce qu'une fois que la vérité se dit à voix haute, il ne reste presque plus rien à débattre. La réceptionniste l'a entendu. Une infirmière l'a entendu. Et derrière nous, depuis l'entrée du couloir du jardin, ma grand-mère l'a entendu aussi. Sa voix, quand elle est venue, était vieille mais assez tranchante pour couper du verre. Daniel. Mon père s'est retourné. Grand-mère se tenait debout avec une main sur son déambulateur et le meurtre dans les yeux. Sors. Il l'a regardé fixement. Elle a relevé le menton. Tu as menti sur une petite fille pour protéger l'autre, et maintenant tu viens ici en criant. Sors avant que je ne laisse tout le bâtiment entendre quel genre de fils tu es. Je n'avais jamais vu mon père paraître petit auparavant. C'était la première fois. Il est parti sans un mot de plus. Tout s'est effondré après ça. L'examen de l'expert comptable a révélé ce que j'avais toujours su. Émilie volait dans le magasin depuis plus d'1 an. De petites sommes, à plusieurs reprises. Mon père avait couvert les manques, modifié les registres et m'avait utilisé comme explication quand les choses commençaient à mal tourner. Une fois la demande de préservation d'Harold reçue, l'associé de la quincaillerie a examiné les comptes de plus près que mon père ne l'avait prévu. Émilie était partie en 1 semaine. Mon père a été contraint de partir 2 semaines plus tard. Pas de défilé, pas de scène d'arrestation cinématographique, juste le genre de disgrâce administrative qui entache un homme plus longtemps que des cris ne le pourraient jamais. Son associé a racheté sa part à perte. Et l'histoire s'est répandue exactement comme il avait l'habitude de répandre la mienne. Discrètement, localement, et avec assez de vérité pour que personne ne puisse le sauver avec le ton. Ma mère a essayé de qualifier cela de malentendu. Personne n'a écouté. Quant à moi, l'un des employeurs qu'Harold a corrigé, l'agence immobilière, a appelé pour me demander si j'envisagerais de passer un nouvel entretien. Paula du cabinet dentaire a envoyé un courriel d'excuses si sincère que j'ai pleuré en le lisant. J'ai accepté le poste à l'agence immobilière. Des horaires stables, un bureau propre, un chèque de paie à mon nom que personne ne pourrait contaminer par la suite sans conséquence. Grand-mère a vécu encore 7 mois. Assez longtemps pour s'asseoir avec moi sur le porche du cottage à 2 reprises. Assez longtemps pour me dire que je n'ai jamais été difficile, seulement gênante pour les gens qui avaient besoin que je sois impuissante. Assez longtemps pour me voir dormir à nouveau dans un vrai lit, aller travailler à nouveau, faire les courses sans compter les pièces de monnaie d'abord. Quand elle est morte, la douleur était la plus pure que le deuil puisse offrir, sans confusion. Elle m'a laissé le cottage en pleine propriété. Pas de piège, pas de conditions cachées,
juste une note dans sa dernière lettre qui disait « Je n'ai pas gardé ceci pour toi parce que je te pensais faible. Je l'ai gardé parce que je savais qu'un jour tu choisirais la vérité, et la vérité coûte cher dans la mauvaise famille. » Mon père a envoyé un message après les retombées. « J'espère que tu es heureuse maintenant. » Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai bloqué son numéro parce que le bonheur n'était pas le mot pour ce que je ressentais. C'était quelque chose de plus stable. Un lit qui était à moi, un travail qui était à moi, une porte d'entrée que personne ne pouvait utiliser contre moi, et la connaissance que lorsque mon père a essayé de faire passer la survie pour de la culpabilité. Ma grand-mère m'avait déjà construit une issue de secours et un chemin de retour vers moi-même. Bonjour à tous. Merci d'être là. Si cela vous était arrivé, auriez-vous ouvert la seconde enveloppe et cherché la vérité, ou auriez-vous pris le cottage et disparu discrètement? Et après avoir appris que vos propres parents ont essayé de vous rendre inemployable juste pour vous forcer à rentrer à la maison, leur parleriez-vous encore? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais vous retrouver dans la prochaine.